Pourquoi vous, c'est parti encore pour un autre numéro. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme qui a été mis en place pour pouvoir suivre la campagne électorale. Il est vrai que pendant une campagne électorale, c'est l'expression des ambitions. Ceux qui acceptent d'entrer dans les services publics, de servir la nation, ils vont vers le peuple pour demander les suffrages. Mais en même temps, c'est une occasion essentielle pour que nous, les observateurs, nous puissions capter les idées promotrices de notre développement. Parce que c'est l'occasion où l'intelligence, la force des propositions se déploie. Pourquoi vous, aujourd'hui, nous avons posé cette question à Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, à qui nous allons consacrer cette émission, parce que nous voulons que chaque candidat, s'il a l'occasion de venir ici, il vient et il parle de ses idées, mais s'il ne peut pas être là, et que s'il y a des gens qui peuvent parler, pas en son nom, mais parler peut-être avec lui, en analysant de la même manière la situation, ils sont les bienvenus. Nous sommes donc ici heureux de recevoir deux personnalités. Nous allons leur poser des questions. Ils vont tenter de nous répondre pour que nous comprenions d'abord à ces niveaux la campagne du président sortant, la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi. Je reçois avec plaisir M. Justin Bomboko. Bonsoir. Bonsoir mon ami M. Kalengai. Merci d'avoir accepté de venir et ce n'est pas peu de choses. Vous êtes actuellement secrétaire général du mouvement humaniste de l'éveil de la conscience, qu'on appelle le MEC. Mais vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas présenter. Vous avez gagné vos propres galons, même si vous venez d'un nom illustre parmi les pères fondateurs de cette République. Merci. Mais le temps est passé Merci. où vous avez, par vos propres actes, été signalé. Vous êtes donc quelqu'un que l'on connaît pour être un grand militant. Merci. Vous battez pour la liberté, vous avez été à l'IDPS, vous avez été avec les MLC. Merci. Aujourd'hui, vous dirigez ce parti. Et vous êtes venu ce soir, pourquoi? Parce que vous soutenez le président sortant comme un candidat à sa propre succession. Alors, c'est une bonne chose de savoir cela. Merci. C'est pour ça que vous êtes là. Une grande personnalité, je reçois je ne peux pas l'appeler confrère parce que Moïse Moussangana, c'est beaucoup de choses à la fois. Moïse Moussangana Mwamba, il est évidemment un journaliste, il a été l'un des meilleurs journalistes que le potentiel ait connu. Moïse lui-même a mis en place des organes de presse. Moïse a dirigé à la télé, mais aujourd'hui c'est un écrivain. Il est à quelques ouvrages près, spécialiste des élections, mais aujourd'hui, il a publié un ouvrage que j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui. Cet ouvrage consacré à la méthode de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un ouvrage qui va certainement être, dans les jours qui viennent, verni. Mais pour ce soir, nous allons essayer de comprendre, par les faits, par la captation politique, mais par l'analyse scientifique, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons retenir de Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord, la première question que je vous pose, on pouvait tout deviner. Pourquoi vous, Justin Bomboko Junior, vous soutenez M. Félix-Antoine Tshisekedi? Pourquoi? Le mandat politique, mon frère Willy Kalengai, le mandat politique, quel que soit son panache et son éclat, sera toujours une œuvre inachevée. Mais les 2 années que nous avons eu à vivre, cela se reflète lors de son premier débat politique à Kinshasa. Il y a eu une collusion d'esprit, une osmose de la population congolaise vis-à-vis d'un bilan et d'une perspective politique. La politique, c'est non seulement le bilan, mais la politique, c'est également la prospective. La politique, on l'a fait pour les générations futures. Le peuple s'est senti sécurisé par les propos du chef de l'État. Nous allons, au cours de cette émission, donner le détaillé, les justifications de cet énoncé que je viens de vous dire.
ceci ne nous exclut pas de revenir à vous pour demander pourquoi vous, personnellement, Absolument. vous les soutenez. Absolument. C'est mon credo. C'est mon credo. J'ai eu en toute modestie, à évoluer avec la personne au sein de l'UDPS, à la côtoyer. Je connais son déterminisme, sa foi. Il est parfois difficile d'hériter, comme il a eu, d'un pays. Quand je parle de l'héritage, je fais allusion à la responsabilité publique. Ne détournez pas mon propos. Il y a eu un constat malheureux. Un constat malheureux, c'est qu'il y a eu des habitudes qui ont eu à perdurer de longues années. Je dis souvent à des amis que le Congo est un pays d'espoir. Les richesses. Je dirais les richesses principalement au niveau des potentialités humaines. Si nous voulons changer ce pays, il doit y avoir une volonté. Le Congolais se doit de se dresser des objectifs. Regardez un peu la Chine. Nous allons y aller. Vous développez. Je voulais simplement savoir que vous avez une certaine proximité politique et idéologique qui n'est pas due simplement parce que vous êtes tous les deux des fils des grands hommes, mais aussi parce que vous avez été grand dans ce que vous faites en tant que politique. Monsieur Moïse Msangana, vous nous sortez là un ouvrage terrible, Félix Antoine Tshisekedi, La méthode. Y a-t-il une méthode Tshisekedi? Vous vous en doutez, bien sûr. Ce livre, pourquoi je l'ai écrit? La méthode Tshisekedi. Vous savez, je n'ai pas pratiqué le fils, mais j'ai pratiqué suffisamment le père. Oui. Donc, il y avait dans moi des zones d'ombre sur le fils. À telle enseigne que je pouvais aussi céder comme les autres. Est-ce que le fils sera capable de quelque chose? Vous savez, quand Tshisekedi accède au pouvoir, il accède au pouvoir dans un tourbillon, il faut le dire. Son avènement au pouvoir est controversé. Il est couvert pas seulement d'insultes, mais de beaucoup de qualificatifs. On ne lui donne même pas une chance, même pas une minute. Les gens disent que ça sera juste le temps d'un météore au Mont Ngaliema. Mais j'ai dû observer l'homme. L'homme a paru à ce début comme une énigme. Comme une énigme. Mais j'ai vu en lui une certaine lueur de la pratique politique. C'est d'abord la manière dont M. Tshisekedi a essayé de nager avec le FCC dont il était partenaire. Parce que pour le FCC, malgré cette alliance politique, mais c'était une façon de donner dans un tour de coin un véritable coup, asséner un véritable coup à Tshisekedi et de reprendre le pouvoir autrement. Mais c'était peut-être sans savoir que la personne connaissait déjà la pratique politique. Et j'ai eu à observer les faits et gestes politiques, même économiques, diplomatiques, de M. Tshisekedi Félix. Il faut voir seulement la manière dont il a essayé de gérer l'alliance avec le FCC. Et comment il a sublimé le FCC pour prendre la commande du pays. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas quelqu'un qui était né de la dernière pluie. C'était peut-être quelqu'un de l'ombre que les gens ne connaissaient pas suffisamment.
les gens l'ont mal connu. Et moi aussi, je le connaissais mal. J'ai vu cet homme-là, je me dis non, il y a quand même quelque chose, il faut suivre. Mais c'est quoi? Moi, je me suis dit, il y a quelque chose dans Tshisekedi. Mais c'est quoi? C'était difficile à définir. Mais pour définir ça, il fallait observer ses faits et gestes. Et voilà. Nous allons approfondir ce que vous avez découvert. Je laisse au public quand même de rester un peu sur leur soif. Félix Antoine Tshisekedi, nous consacrons cette émission à l'analyse de sa campagne, à l'analyse de son offre politique. Nous espérons que les autres vont faire de même pour que notre pays puisse s'enrichir. Alors, le président Tshisekedi, président sortant, lance sa campagne. Nous sommes là au Stade des Martyrs. Cette campagne est lancée dans cette ville. Nous allons d'abord rentrer à la régie pour suivre un tout petit peu un reportage de nos confrères d'ailleurs. Comment ils ont, eux, interprété cette campagne. Nous suivons ces reportages de Africa News. La campagne électorale débute ce lundi en République démocratique du Congo. Pendant un mois, 26 candidats en lice pour la présidence tenteront de convaincre les Congolais dans un climat politique tendu et des combats dans l'est du pays. Le président sortant Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession, il promet. Si vous me faites confiance, vous serez heureux. Faites-moi encore confiance et vous verrez que nous bâtirons notre pays ensemble. Le président sortant a pour lui un bilan vanté par ses partisans, mais il est bien conscient des défis qui attendent une RDC aux multiples ressources. Notre objectif est de démarrer une production locale, car notre agriculture a le potentiel de nourrir tous les Congolais et nous n'avons pas besoin d'acheter de la farine de maïs, de manioc ou de riz à l'étranger. Ce sont 44 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes le 20 décembre prochain en RDC pour les élections présidentielles, législatives et locales. Voilà, c'était lancé. Une des évidences entre les discussions autour de la personne même du candidat numéro 20, c'est qu'il n'y a pas unanimité sur beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est les bilans. D'autres disent il n'a rien fait du tout. D'autres disent il a fait beaucoup de choses. Vous êtes un philosophe, vous savez qu'en logique formelle, deux propositions contraires ne peuvent pas être vraies en même temps. Pourquoi y a-t-il controverse autour du bilan? Nous sommes en démocratie. Ce qui enrichit un cheminement politique, c'est le contradictoire. Vous me posez une excellente question. Avant d'approfondir et de donner ma réponse à cette question, permettez-moi une seconde que je puisse enchaîner sur ce que mon frère estimé Moïse a dit tout à l'heure. Le chef de l'État a d'abord rompu et brisé le nœud gordien. Nous étions assujettis au voisinage. Nous avons, depuis le départ du président Mobutu, eu à subir une tutelle venant du voisinage. Ayons un langage vrai dans le débat politique. Tout dirigeant, tout responsable politique devait être adoubé par le voisinage. Il a fait un exploit extraordinaire. Il a donné maintenant la liberté de l'initiative politique à notre pays. En ce qui concerne le petit film que nous venons de voir sur les perspectives, il est temps
que nous changeons de paradigme dans ce pays. Lorsqu'il dit « nous devons consommer local », tout en respectant mes amis concitoyens, nous devons avoir des entrepreneurs dans ce pays. Je ne peux pas comprendre que nous ayons tant de candidats. J'aurais peut-être souhaité qu'il y ait 20 000 entrepreneurs en ce qui concerne notre pays cette année, au lieu d'avoir 28 000 candidats au niveau de la politique. Nous sommes tous des hommes de foi. J'ai parlé du langage vrai. Il y a une dualité nocive. C'est que nous autres Congolais, nous sommes soit pasteurs, soit opérateurs politiques. Si moi je fais de la politique, en toute modestie, c'est une passion. J'ai grandi dans la politique depuis le jeune âge. Je suis témoin de beaucoup de faits historiques de ce pays. Lorsque nous avons eu à évoluer dans les années 60, il y avait ce qu'on appelle la répartition des rôles. Nous savions qui était opérateur politique, qui était haut fonctionnaire apolitique et qui était politique. Je pense à mon défunt papa, Kisombe, Dokolo. Nous avions une classe moyenne puissante. Et c'est ça. Nous devons savoir, nous devons avoir des ambitions. Nous devons savoir dans ce pays qui fait quoi. Dans ce tableau de désolation, il y a des îlots d'espérance, des miracles. Je vais vous en citer un, je peux en citer d'autres. Les huileries du Congo. Les huileries du Congo, retenez ce nom. Le Congolais, quand je parle de l'entrepreneuriat, mon cher Willy, lorsqu'on fait appel aux investisseurs, mais les investisseurs prennent des capitaux sur le marché international des capitaux. Évidemment, cela exige qu'au niveau de l'entreprise, les états financiers soient clairs. Les huileries du Congo, l'actionnariat est congolais. Les dirigeants sont congolais. Savez-vous que ces jeunes gens ont eu à pénétrer le marché international des capitaux, que ces jeunes gens sont en train de racheter les plantations délaissées autrefois par Unilever? Ils font un travail extraordinaire. Personne n'en parle. Ceci veut démontrer que le Congolais est capable. Nous devons entreprendre. Loin de moi de faire la promotion de la xénophobie. Non. Nous devons avoir des investisseurs étrangers parmi nous. Il doit y avoir une dualité. Mais selon vous, le bilan, il est positif ou il est négatif? Je sais que c'est simpliste, mais ma question reste posée parce qu'elle est dans le cœur de beaucoup. Mon frère William, lorsqu'on parle des fondements d'une économie, d'un État tourné vers le développement, je ne vous apprendrai rien. Il y a l'état de droit. Il y a l'état de droit. Il y a ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. La politique des grands travaux. Évidemment, sans oublier la formation et l'éducation. L'État n'est jamais pourvoyeur d'emploi. L'État crée les conditions d'épanouissement. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à ce que le Congolais se remette au travail. Nous devons pouvoir créer de la richesse. En créant de la richesse, en créant le cadre, cela permet d'enrichir l'assiette fiscale. L'assiette fiscale qui nous donnera des bonnes politiques publiques. Je vais vous donner un chiffre. Il y a
À l'heure actuelle, l'organisme au niveau des Nations Unies chargé de la population, nous avoisinons à l'heure actuelle 100 millions d'habitants. En 2030, nous allons avoir 130 millions d'habitants. En 2050, nous aurons 197 millions de Congolais. Kinshasa sera la quatrième ville ayant le plus grand nombre d'habitants, 35 millions. Ceci veut dire, dans le cadre de la prospective, que nous devons préparer l'aménagement du territoire, accentuer la formation, la mobilité. Nous devons enrichir le débat politique. Nous devons voir la prospective et laisser de côté les imprécarismes. Merci. Maurice Moussangana, nous revenons un peu à votre découverte. Vous analysez la méthode de Félix-Antoine Tshisekedi et vous découvrez quoi? Quelles sont les grandes choses que vous découvrez? Je n'analyse pas la méthode de Tshisekedi, plutôt je découvre la méthode de Tshisekedi. Évidemment. Oui. Allez-y. Par sa pratique. Donc je voudrais aller avec des faits simples. Oui. Il y a M. Justin Bomboko qui vient de parler ici. Il a parlé d'une situation politique que nous avons connue dans ce pays à l'avènement de Tshisekedi. Il y a eu un carcan politico-institutionnel dans ce pays qui n'a pas permis au gouvernement de réaliser son programme concocté, bien sûr, en connivence avec le FCC. Donc, si on prend le mandat de 5 ans, donc Tshisekedi n'a eu que 3 ans d'exercice effectif du pouvoir. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant ces 3 ans. Il y a des choses qui sont chiffrables et des choses qui ne sont pas chiffrables. Des choses qui sont chiffrables, c'est notamment sur le plan politique, avec les corollaires, les droits de l'homme et consorts. Aujourd'hui, quand vous prenez Tshisekedi, il n'y a jamais eu un président qui a été couvert d'insultes, même dans le média, dans son pays, comme Tshisekedi. Ça voudrait dire que c'est une promotion de la liberté d'expression, même si ça a été transformé en libertinage. On a même vu pendant 4 ans ces Reporters sans frontières, même si aujourd'hui il revient sur d'autres histoires. En 4 ans, la République démocratique du Congo a gagné 30 places en matière de liberté de presse. Donc ce sont des choses qui ne sont pas chiffrables, mais qui sont évidentes. On a dit dans ce pays que Tshisekedi c'est un pigeon voyageur. Il voyage le matin, il rentre des 666 voyages. Mais au bout de ce voyage, qu'est-ce qu'il y a eu? Aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui a regagné les girons diplomatiques internationaux. Absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Congo n'existe pas sur les grandes places diplomatiques internationales. Aujourd'hui, je crois, d'ici les 30 décembre, donc demain, il y a la COP28 qui continue. Et le Congo doit être là. Et pendant tout ce temps, quand on parlait environnement, quand on parlait climat, quand on parlait... Le Congo n'était pas connu. Mais aujourd'hui, le Congo est en train d'être reconnu par tous comme pays solution. Et aujourd'hui, on a vu même les 3 pays qui ont la forêt, qui possèdent à eux seuls 52% de la forêt tropicale au monde. J'ai cité le Brésil, j'ai cité l'Indonésie, j'ai cité le Congo, qui se rapprochent aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a, sur le plan diplomatique, un certain saut qui est fait par le Congo. Et le Congo est en train de compter. Et grâce à la diplomatie agissante,
il y a M. Bomboko qui venait de parler ici, que nous étions sous tutelle. La guerre qu'il y a à l'Est, ça fait près de 30 ans que nous partageons dans cette guerre. Mais il n'y avait personne au monde, sachant que le Congo est agressé, prêt pour désigner l'agresseur, du moins l'agresseur principal. Mais aujourd'hui, vous avez le rapport des Nations Unies, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale, du secrétariat général de l'ONU. Il y a même des présidents d'autres pays, comme même le président polonais, à l'Assemblée générale, pas cette année, l'autre année. Il a même dit que non, mais pourquoi il y a une politique de 2 poids 2 mesures alors qu'on est en train de soutenir l'Ukraine et on est en train d'abandonner le Congo. Mais tout ça, c'est quoi? C'est un travail fait par quelqu'un, par son gouvernement. Donc pour vous, Moïse Moussangana... Je vais y aller encore. Le Congo a connu un embargo d'armes depuis 2008. Donc le Congo, c'était quoi? C'est quelqu'un qui se bat avec les mains et pieds liés et face à un agresseur qui est libre de ses pieds, de sa main. Mais il a fallu cette diplomatie agissante pour qu'enfin la communauté internationale, qui avait reconnu que l'M23 était devenu une armée classique avec des armements sophistiqués, accepte finalement d'élever l'embargo sur les armes au Congo. Ça veut dire qu'en amont, il y a eu un travail intense qui a été fait. Et quand on parle même de la question du Congo, surtout du mandat de Tshisekedi, on est en train d'oublier 3 faits majeurs exogènes. Notamment. Vous avez le Covid-19. Vous savez que le Covid-19 a mis en berne l'économie mondiale. Et que les pays comme les États-Unis, pour maintenir à flot son économie, les États-Unis ont dû injecter dans leur économie 5 000 milliards de dollars. Je ne dis pas 5 milliards, je dis 5 000 milliards de dollars, dont 3 100 milliards pendant Trump et 1 900 milliards à l'avènement de Joe Biden. Vous avez la France qui a eu à injecter 653 milliards d'euros pour maintenir à flot l'économie. C'est de l'argent qu'on a payé aux tenants de ceci, des tenants de cela, qu'on a même remis à la population pour pouvoir survivre. Tout ça. Et vous avez l'Allemagne qui a eu à injecter 750 milliards d'euros. Et à son époque, comique d'ailleurs, Madame Angela Merkel dit non, je vais faire une ardoise là, que je vais remettre à la Chine pour pouvoir me rembourser. Et dans tout cela, qu'est-ce que le Congo avait pour pouvoir se maintenir? Le Congo a élaboré un petit plan de l'ordre de 2,61 milliards de dollars qui n'a même pas été financé parce que tous nos partenaires avaient des problèmes. Mais le Congo s'en est sorti de cette grande crise. Alors qu'on pensait qu'il y aura un hécatombe ici et qu'on sort. Le Congo s'en est sorti avec une économie résiliente. Et quand vous continuez sur le plan économique aujourd'hui, le gouvernement Tshisekedi est parmi les gouvernements, si pas le premier, qui a réussi aujourd'hui un programme avec le Fonds monétaire international. Vous avez suivi toutes les péripéties. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et l'économie du Congo est présentée et aujourd'hui parmi dans le top 10 des économies africaines. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être réalisés. Le PIB est passé de 45 milliards à 69 milliards de dollars aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la richesse qui est en train d'être créée, mais elle n'est pas saupoudrée sur la population jusque-là. Il faut travailler davantage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Sur le plan de développement, vous avez une trouvaille extraordinaire. Le PDL 145, territoire. Donc,
quand vous voyez le PDL 135 qui aujourd'hui 145 qui aujourd'hui est dans sa première phase, ça résout, c'est pour la première fois qu'on a débloqué l'argent pour construire partout et au même moment. Donc si on n'a pas construit dans certains coins, ce n'est pas parce que l'argent a manqué, mais parce qu'il y a eu peut-être difficulté d'accès à certaines zones. Et même, on a toujours dit qu'il n'y a pas il faut restaurer l'autorité de l'État. Mais l'instauration de l'autorité de l'État, on l'a même à travers le PDL 135, parce que dans la première phase, vous avez dans chaque territoire un bâtiment administratif qui est un bâtiment administratif de l'État qui est construit. C'est la présence de l'État d'abord. Donc on ne peut pas réinstaurer cette autorité de l'État sans que l'État soit installé. À travers le PDL 145, il y a cette présence de l'État. L'État est en train d'être installé. Et dans la deuxième phase, on va aller jusque dans les chefferies. Il y aura des bâtiments de l'État. Donc, vous voyez que c'est en même temps un programme qui, sur le plan politique, est en train de tenir certains objectifs et sur le plan développement est en train aussi de tenir certains objectifs. Donc avec à peu près 800 centres de santé à travers le territoire national, les écoles, plus de 1000 écoles, plus de 1300 écoles à travers le territoire national. Et dans la deuxième phase, c'est la connectivité de tous ces coins-là de la République. Alors, donc, voilà. Et il ne faut même pas aller loin, nous sommes ici à Kinshasa. L'hôpital Mama Yemo est construit en 1924 sous la colonisation. Et vous voyez, vous avez vu à quoi ressemblaient ces pavillons-là. C'était un hôpital indigène. Mais aujourd'hui, depuis l'indépendance, personne, et alors personne, n'a pensé doter les Quinoises et les Quinois d'une institution de santé moderne. Mais aujourd'hui, nous avons Mama Yemo, New Look. Mais quand vous comparez avec les pavillons d'autrefois, il n'y a pas commune mesure. Mais il a fallu attendre 60 ans, plus de 60 ans, pour qu'un individu vienne et les fasse. Prenons des petits exemples. Vous avez, depuis l'indépendance, Ngiringiri, Makala n'ont jamais été reliés à Mongafula. Aujourd'hui, vous avez cette route-là de Lengesa qui va là-bas. Mais c'est juste 6 km. Mais pourquoi, depuis l'indépendance, personne n'a jamais pensé à ça? Moïse Moussangana. Vous avez Zolana. Donc, il y a vous allez continuer. On peut citer comme ça des choses qui ont été faites. Ouais. Alors, comment vous expliquez finalement que la campagne en général aujourd'hui, elle se déroule sur les tempos de choses non réalisées, et le président Tshisekedi est même traité d'un homme qui ne fait que des promesses. L'orientation de la critique contre le gouvernement, comment peut-on penser que des choses ont été faites? Parce que pour nous les journalistes, les faits sont sacrés. Donc si des choses ont été faites, elles devraient s'imposer à la bonne conscience et au bon sens des personnes. Pourquoi alors on dit... Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème de marketing politique. Oui. Il y a un problème de communication. À l'endroit du président. À l'endroit du président, ça il faut le dire. Donc le problème de marketing politique, c'est un peu l'ignorance aussi de la classe politique qui ne savent pas situer où nous sommes maintenant. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas un candidat neuf. Tshisekedi est candidat à sa réélection. Donc c'est quelqu'un qui est dans une stratégie de réélection. Ce qui est différent de ses concurrents. Donc, il est normal que la stratégie de Tshisekedi, parce qu'il a même dit, quand il a fait l'État, il a présenté son discours sur l'État de la nation, dernièrement, quand il a terminé son discours, il a dit quoi? Une phrase, peut-être que je ne sais pas répondre textuellement. Est-ce que vous voulez préserver les acquis ou vous voulez commencer à zéro? C'est ça la stratégie de réélection d'un président. Qui se base sur quoi?
sur le bilan. Et si Tshisekedi a comme tempo de campagne cette stratégie-là, c'est parce que Tshisekedi se dit qu'il a quand même un bilan à défendre. Donc, quand vous voyez la campagne de Tshisekedi, il se base sur l'embellie de son bilan, la défense de son bilan, l'explication de son bilan, et il met en perspective ce qui reste à accomplir. Ce n'est pas la même chose, c'est normal. Maintenant, pour les candidats neufs, ils ne peuvent prendre que la voie contraire, contester à tout prix ce que l'autre a fait. Mais qu'est-ce qu'il présente comme alternative? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous analysez la campagne de tout le monde, non, c'est une campagne orientée vers des attaques personnelles vers le président Tshisekedi, mais ces gens-là n'arrivent pas à dérouler ce qu'ils ont comme programme qui peut faire rêver ces pays. C'est ça tout le problème, c'est ça la différence. Voilà, cette émission va tellement vite que je ne vois même pas le temps passer, et pourtant le temps il est parti. Alors, Monsieur Bomboko, nous sommes arrivés à un point où nous devons nous poser un certain nombre de questions. La première question, je vous pose à vous, tout en soutenant les candidats numéro 20, pensez-vous que les conditions dans lesquelles se déroulent ces élections sont paisibles? Pensez-vous que le pays ne court pas un danger aujourd'hui en laissant cette campagne aller comme ça? J'aurais voulu enchaîner et enrichir le brillant exposé de mon frère Moïse. Mais je vais répondre directement à cette question. Réponds d'abord à la question. Les conditions actuelles peuvent-elles garantir des élections paisibles? L'homme, dans son évolution, doit pouvoir maîtriser les défis. On n'est pas là devant un mur de lamentation à déplorer ça ou là. La démocratie, quelles que soient les agitations, va évoluer et va se faire au regard des échéances électorales. Mais ce qui me désole, c'est certains propos émis ça et là, qui est un débat contradictoire en dénonçant le bilan politique du chef de l'État. Nous sommes en démocratie, c'est normal. Mais certains propos irresponsables, où on met en doute le processus électoral, son déroulement par des autorités et des acteurs sociaux. Ce n'est pas responsable. Je vais vous donner un exemple historique. Loin de moi de susciter une quelconque allégeance aux visions du chef de l'État actuel. En 1934, la Chine est envahie par le Japon. En 1934, ce sont les nationalistes qui sont au pouvoir. En 1939, les troupes communistes font la paix avec leur ennemi juré, Chiang Kai-shek, les nationalistes, pour bouter les Japonais dehors. Les hostilités vont reprendre lorsque il y aura la victoire. Qui est divergence d'opinion? C'est l'essence même d'une démocratie. Mais certains propos irresponsables pour susciter la haine, les différentes haines tribales ou autres, des propos irresponsables. Le pays, avec les agitations que nous avons eues, avec les déstabilisations récurrentes,
Le pays n'a pas besoin de ça. Émet un avis contraire, mais donne des discours d'unicité pour la population. Vous avez des inquiétudes pour la suite? Vous pensez que... Pas du tout, pas du tout. Ça devrait se passer bien. C'est un appel à la raison. C'est un appel à la raison. C'est un appel à la raison. Mais alors, deuxième question, maintenant qui s'est adressée à vous deux. On remarque quand même, comme Moïse Moussanga l'a dit, qu'il y a un problème de marketing, pour de communication de cette campagne, tout en se faisant. Nous allons, d'ailleurs, je vais vous mettre un peu dans le bain. Les dernières images que nous avons de cette campagne, c'est la campagne du numéro 20, parce que c'est de celui qu'il s'agit, c'est sa présence en Ituri, où il est parti dans cette zone de l'Ituri, parce que ça va nous permettre d'aborder la question de l'Est aussi. Donc le président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a atterri il y a quelques heures certainement en Ituri, et nous allons suivre ce petit reportage. Discours de campagne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de Bunia. Ce mardi 28 novembre suscite un espoir considérable pour la stabilisation et le développement de cette province. Le bilan du quinquennat du numéro 20 en Ituri est palpable. On reconnaît le député national Wilson Adirodou et Mme Nadine rencontrés après le meeting. Si nous calculons les dépenses qu'il a engagées dans l'investissement à l'aéroport de Bunia, à l'université de Bunia, à la voirie de Bunia, ainsi de suite. Même les projets de Sakara 5 territoires. Aujourd'hui, je vais vous dire la province de l'Ituri est la province pilote les projets de Sakara 5 territoires. Nous vous demandons juste une chose. Le 20, nous allons voter le numéro 20. Il y a encore des choses à faire. Ces deux jeunes Ituriens aussi encouragent et promettent leur soutien au candidat numéro 20. Le président de la République a demandé au peuple iturien de lui donner encore, de renouveler encore la confiance pour qu'il puisse continuer avec le projet qu'il a déjà amorcé. Comme le président lui-même, il est passé par ici, on espère qu'il viendra pour changer. Ce ne sera pas pour un passage qui est inaperçu. On espère que son passage signifiera pour nous quelque chose. Ce chant à la gloire du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, témoigne l'exécution de la mission lui assignée par le chef de l'État et candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'accueil de ce lundi est réservé au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par les Ituriens est un signe de sa reconnaissance en faveur de cette partie du pays, jadis cycle de la violence armée, mais aujourd'hui le train de développement est en marche. En tout cas, notre train va vers sa gare. Nous avons entamé une discussion assez longue, mais il n'est pas fini. J'espère que je vais vous retrouver dans quelques semaines ou dans quelques jours, parce que la campagne continue. Mais alors, nous allons essayer maintenant de nous résumer. Nous résumer par rapport à cette émission. Pourquoi vous? Pourquoi Félix Antoine Tshisekedi, le 20 décembre, devra être réélu? Pourquoi? Parce que vous avez des arguments à donner. Alors, qu'est-ce qui doit être changé dans le cadre de votre candidat, dans le cadre du candidat que vous soutenez? Qu'est-ce qui doit être fait pour que il puisse encore davantage régler cette question de communication? C'est ce que je dis ici, qu'il ne faut pas se cacher certaines choses. Il y a la communication du président de la République qui pose problème. Il a posé problème pendant sa gouvernance et il pose problème pendant sa campagne. Alors que jusque-là, il a fait les cartons pleins partout où il est passé, mais il n'y a pas les debriefings. Pourquoi ces images, les messages qu'il passe tardent à être portés à l'opinion? C'est un problème, ça. Un problème des moyens, des hommes ou un problème de contenu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut dire que nous avons suivi les images ici de l'Ituri. Vous savez que l'Ituri, c'est un coin qui était déchiré. Et aujourd'hui, quand même, il y a de plus en plus la paix en Ituri. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait quand même sur le plan de défense. Parce que même quand on critique le président de la République, c'est bien malheureux
Nous pouvons critiquer tout de Tshisekedi, mais nous devons faire attention à l'armée, au service de sécurité. Mais malheureusement, nous avons une classe politique médiocre qui se permet d'aller même dans l'armée, de dire même n'importe quoi en ce qui concerne l'armée. Alors que même aux États-Unis, la presse que nous sommes, je voudrais dire moi et Willy, elle censure d'elle-même tout ce qui est en rapport avec la défense. Il y a des choses qui sont... Nous avons critiqué cette armée en disant que cette armée est infiltrée, en disant tout cette armée. Mais aujourd'hui, avec les mêmes personnes, il y a une organisation qui est en train d'être faite. On voit que cette armée-là a ligne de victoire. Autrefois, à l'est, plus à l'est, à Goma et consorts, mais les Rwandais entraient comme dans du beurre. Aujourd'hui, les Rwandais n'entrent plus à Goma comme dans du beurre. Ils ont pris Bunagana il y a plus d'une année, mais ça fait plus d'une année qu'ils ne sont pas arrivés à Goma. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire sur le plan armé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, si on extrapole ce que Tshisekedi a fait pendant 3 ans, sur 18 ans de Joseph Kabila, par exemple. Pas de polémique ici, je voudrais parler de Tshisekedi. Donc, je voudrais dire que même ici à Kinshasa, parce qu'on a parlé de problèmes d'eau et consorts, aujourd'hui, nous sommes une métropole avec à peu près 15 millions d'habitants. Si on prend le spécificité, les indications de la régie des eaux, il faut au moins 1 million de mètres cubes d'eau par jour. Or, les 3 usines qui fonctionnaient, donc l'usine de Lukunga, ça fait 30 mètres cubes, je crois que ça fait maintenant moins. L'usine de Ngaliema, 45 mètres cubes, je crois que c'est moins maintenant. Et l'usine de Ndili, ça faisait quelques 200 mètres cubes, mais comme il y a des machines qui sont en panne, ça fait... Donc pour tout Kinshasa, il n'y avait même pas 200 mètres d'eau produite. Mais maintenant, avec l'usine de Imbi, qui est juste à sa première phase, parce qu'il y a 3 phases là. Avec la première phase, il y a 115 000 mètres cubes supplémentaires à Kinshasa. C'est ainsi que, vous voyez, dans la zone rouge là-bas, il y a de moins en moins le problème d'eau. Vous avez l'usine d'ozone, avec plus de 45 000 mètres cubes, ça essaie un peu de résoudre le problème d'eau du côté de l'UPEL, nous qui habitons... les montagnes. Les montagnes, oui. Donc, il faut encore investir. Il y a un déficit d'à peu près 500 mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'il faut investir. Donc, il faut qu'on continue sur cette lancée. Merci Moïse, merci beaucoup. Vous êtes un parti politique. Vous êtes Justin Bomboko Junior, vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi et vous allez dire ça à la population parce que vous y mettez de votre crédit, de votre histoire, de votre puissance, mais surtout de votre sérieux, parce que vous êtes connu comme un homme sérieux. Alors pourquoi les gens qui vous aiment, pourquoi les Congolais qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas iront le 20 pour voter Tshisekedi? Et l'adhésion massive que nous avons eu à percevoir ça et là, à travers sa tournée, n'est pas due à un hasard. N'est pas due à un hasard. C'est de gouverner autrement. On a eu, dans les mandats précédents, à avoir ce que signifiait la pratique politique. La personnalisation, j'insiste bien, d'un pouvoir. La responsabilité publique doit être porteuse, doit cheminer avec les attentes et les espoirs d'une population. Le chef de l'État actuel suscite le gouverner autrement, au profit de la population. Je dis souvent que l'action politique ne peut pas être en dichotomie avec les aspirations et les besoins de la population. Les mandats précédents nous ont donné à loisir à constater
que lorsqu'on parlait développement, ceci signifiait appropriation au profit d'un clan, au profit des individus. Mon éducation m'interdit de citer certains noms. Ce que représentait la SNC au Congo et les impacts économiques. On a eu à goûter à certaines formes de gouvernance où on s'approprie toute une province. Toute une province. Le responsable politique doit susciter, doit encourager. Et le meilleur moyen, c'est de protéger les opérateurs économiques, de les former, de donner des moyens d'épanouissement, tous secteurs confondus. Faire de la politique, ce n'est pas main basse sur une province et rétribuer. On le voit dans le cheminement de leur campagne. Nous allons donner autant. Non, on doit pousser les Congolais à travailler, à créer. C'est ça le rôle du politique. Servir l'État, c'est ça. Et les Congolais perçoivent maintenant les différentes façons de gouverner. Merci, merci beaucoup. Nous avons été dans un cheminement totalement de vulgarisation de cette campagne électorale. Nous devons sauver la force de proposition des candidats. Il faut donc s'occuper de ce qu'ils disent et surtout de comment ils veulent engager le développement de notre nation. Ce soir, il a été question du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je recevais donc M. Justin Bomboko, Junior, qui est le secrétaire général du MEC. Le MEC, c'est le mouvement humaniste de l'éveil de la conscience. Il est secrétaire général. Le président du parti, c'est M. Albert Mpeti, que je salue en passant, parce que c'est un doyen. On est aussi membre du regroupement AABG. Voilà, que je salue en passant. J'espère que là, à Inongo, où on nous suit, il est le patriarche dont les pieds sont dans le lac noir là-bas. Merci donc beaucoup. J'ai reçu aussi Moïse Moussangana Mwamba. Moïse, c'est un écrivain. Moïse a publié un ouvrage. Je pense que ceux qui sont proches du président, ceux qui aiment la lecture, ceux qui s'intéressent à la question politique, devraient lire cet ouvrage. Je le lisais, La méthode Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas facile d'écrire dans un pays où les difficultés sont permanentes, mais c'est aussi donc une fierté que d'avoir des hommes résilients, capables d'aller puiser la dernière énergie pour produire du savoir. Merci donc, Moïse, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà. En vous remerciant, j'ai dit au revoir et surtout, je remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ils ont fait un travail de titan pour que nous arrivions chez vous. Cette émission qui commence à Géopolis va être diffusée par nos amis de notre chaîne partenaire parce que c'est notre façon aussi de contribuer à l'apaisement des esprits, mais surtout à l'acte responsable le jour où il y aura les élections. Tous les candidats sont bienvenus pourvu que ceux qui viennent parler pour eux soient républicains responsables et respectent la République. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.